Hello à tous, ici Gabriel Zanto et bienvenue dans un nouvel épisode de La French Touch. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, j'interviewe des personnalités du monde du produit et du design français. En effet, aujourd'hui, lorsqu'on parle de produit ou design, les références restent inlassablement les mêmes. Apple, Google, Intercom, Airbnb, Amazon, Spotify. Mais l'écosystème français est aujourd'hui suffisamment riche et diversifié pour que nous puissions nous aussi nous exprimer sur ces sujets en toute fierté. Mieux encore, certains de nos compatriotes ont des postes extrêmement intéressants et importants au sein justement de ces grandes entreprises. Alors pendant plus d'une heure, j'essaye de mieux comprendre leur parcours, leurs envies et leurs défis au quotidien. On parle également de problématiques très concrètes qu'ils rencontrent dans leurs entreprises. Ça peut être sur le branding, sur l'organisation des équipes ou tout autre sujet de leur quotidien. Mon objectif, c'est que vous découvriez une nouvelle personnalité, son parcours, ses conseils, et que vous puissiez vous les approprier pour vos propres projets, vos équipes ou tout simplement dans votre vie. Belle écoute à vous sur la French Touch. Merci beaucoup Maya de venir sur la French Touch podcast. Alors ça fait pratiquement 6 ans que tu travailles, tu es diplômé d'HEC, tu as fait un MBA aux USA. Tu as d'ailleurs commencé à travailler aux USA chez I Feel Good pendant plus d'1 an et demi. Alors I Feel Good, pour ceux qui connaissent pas, c'est une plateforme qui permet aux marques de rétribuer leur clientèle avec des cadeaux digitaux. Donc le cœur du business passe par des intégrations, notamment avec des tiers, donc Facebook, Salesforce, Mailchimp. Et tu as travaillé là-bas en tant que responsable des intégrations, justement. On en parle parce que ça va faire un lien, je pense, avec Aircall. Puis tu pars travailler un peu plus d'1 an chez Blablacar en tant que product manager. Et depuis maintenant 2 ans et demi, tu es chez Aircall. Alors, tu as commencé d'abord en tant que product manager, puis head of product et maintenant VP product. Voilà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Aircall, c'est une solution SaaS qui permet aux entreprises de déployer quasi instantanément leur ligne téléphonique un peu partout dans le monde. Donc le projet a grossi évidemment depuis. Ça a été pensé, enfin la vraie révolution, ça a été que ça a été pensé applicatif dès le départ, collaboratif, et c'est intégré avec énormément d'acteurs aujourd'hui majeurs du SaaS et CRM. On pense à Salesforce, Zendesk, HubSpot, Intercom, Pipedrive, Slack, Zoho, HelpScout. Bon, la liste est longue, évidemment, des partenariats. La solution permet, par exemple, de créer des files d'attente, de partager des informations entre les collaborateurs ou encore d'installer un bouton d'appel sur un site web. C'est le cas notamment avec l'intégration avec Intercom, la toute récente Aircall Now. L'idée originelle d'Aircall remonte à 2013 au sein d'eFounders. Alors, Aircall, ça a été créé par 4 cofondateurs, Olivier Payès, qui en est le CEO, Jonathan Angelov, qui est le COO, c'est ça, Xavier Durand, CTO, et Pierre-Baptiste Béchu, qui a un poste de software engineer, donc pas un... C'est ça ou... Bon, on peut dire qu'ils sont co-CTO, en fait. Ils sont co-CTO, d'accord. Et PB, ouais. Ok, PB. Pierre-Baptiste. D'accord. La startup, je refais un peu un track sur Aircall. La startup a été lancée officiellement en juin 2014. Elle aura été incubée pendant 4 mois au sein de 500 Founders aux US, qui, je crois, a été une étape structurante dans le développement et dans l'historique de la boîte. Première levée en janvier 2016, c'est le début de l'hypercroissance. Il y a eu une série A qui a été faite en fin de l'été 2016. Et en mai de cette année, donc, vous avez fait une deuxième levée, une série B à hauteur de 25 millions d'euros. Alors, Aircall, c'est présent à la fois aux États-Unis, à New York et en France, à Paris. Je crois que vous avez aussi ouvert des bureaux en Allemagne. J'ai vu ça, je suis pas sûr. Ouais, on pourra en reparler. On a fait un test de bureau en Allemagne. Okay. Voilà, pour notre équipe de sales allemande. D'accord. On a testé un peu les 2 modèles, quoi. Modèle centralisé à Paris et un modèle décentralisé. D'accord. Ok, on en reparle avec plaisir. Aujourd'hui, vous êtes 60 personnes à Paris, 30 environ à New York. Vous avez plus de 3000 clients. Le chiffre d'affaires qui est multiplié par 3 tous les ans depuis pas mal d'années maintenant. Et dernière stat que j'ai, c'est plus de 60 millions de calls qui ont été passés via Aircall, justement. Alors, c'est intéressant parce que quand on parle du marché de la téléphonie d'entreprise, notamment dans le cloud, il y a des poids lourds. On pense à Cisco, il y a Hangouts, il y a InContact, il y a Genesys, il y a BT même. La stat que j'avais trouvée, c'est que c'est un marché estimé à 21 milliards d'ici à 2022. L'objectif de Olivier, donc votre CEO, est de recruter près de 200 personnes d'ici à la fin 2019 et de scaler la team et les fonctions, donc aussi bien à Paris qu'aux États-Unis, notamment côté produit. Donc voilà, longue introduction, tout ça pour moi. Arriver à la première question pour toi, Maya, c'est comment ça se traduit concrètement de scaler le produit? Je pense que ça veut dire plein de trucs. Ouais.
Ça veut dire plein de trucs. Déjà, la première chose, c'est réussir à recruter les bonnes personnes à un rythme assez intense quand même. Ouais. Voilà, du coup, effectivement, aujourd'hui, l'équipe, on est 10 dans l'équipe produit, mais il y a 8 mois, on était 3. Donc déjà, tu vois, ça fait beaucoup de recrutement en peu de temps. Donc il y a évidemment une histoire de comment on fait pour recruter les bonnes personnes à ce rythme-là, et surtout derrière pour les onboarder et que ça se passe bien. Donc ça, je pense que c'est le premier pendant. Le deuxième, c'est qu'on doit vachement changer la manière dont on bosse en tant qu'équipe. Voilà, encore une fois, l'année dernière, on était une toute petite équipe, on bossait très souvent ensemble, on partageait sur énormément de sujets. Maintenant, c'est plus possible. Donc comment on s'adapte pour bosser différemment tout en continuant d'échanger sur un max de trucs. Et il y a évidemment une composante d'organisation et de structuration de l'équipe. Ouais. Donc pour l'instant, la structuration de l'équipe, elle est autour de... Donc on a des product managers d'un côté, product designers de l'autre côté, et il y a une structuration autour de 3 tracks qui sont les 3 grands objectifs de l'année 2018. Et donc globalement chaque squad, petite équipe avec des développeurs, PM et product designers, elle est orientée vers un de ces objectifs. D'accord. Il y a plusieurs squads qui bossent pour un objectif. C'est quoi les 3 objectifs? Alors le premier objectif, c'est un objectif qui s'appelle Expand. Donc pour donner un peu de contexte là-dessus, Aircall c'est donc une solution de téléphonie, et donc par définition t'as un peu toutes les équipes dans une boîte qui a besoin du téléphone. Et un des premiers trucs que j'ai fait en arrivant chez Aircall il y a 2 ans, c'était de essayer de se focus sur un use case et se dire en tant que boîte qu'est-ce qu'on choisit en premier et qu'est-ce qu'on essaye de défoncer en premier comme use case. Et donc on a choisi le support. Donc voilà, la première année et demie, on a vraiment bossé à fond pour atteindre un bon product market fit sur des équipes support de 30 personnes. D'accord. On est allé bien up market. Au début, on avait des équipes de 3-4 personnes. Maintenant, on a des équipes vachement plus grosses. Et fin d'année dernière, ce qu'on a décidé, c'était de commencer à faire donc de l'expansion et de pénétrer les équipes également de sales, donc de vente. D'accord. Donc cette track-là, c'est une track qui vise vraiment à pénétrer ce nouveau marché. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est Satisfy. Donc là, c'est vraiment un objectif de satisfaction de nos utilisateurs. Là aussi, pour te donner un peu de contexte, depuis la création d'Aircall, on a été hyper court-termiste. C'est vachement à construire beaucoup de choses sans prendre le temps de bien faire. Et c'est ça qui a permis d'alimenter notre croissance et de faire toutes nos levées de fonds, tu vois. Donc c'était une bonne stratégie, mais maintenant qu'on a sécurisé cette levée, on se rend compte qu'il faut vraiment qu'on passe plus de temps, qu'on alloue plus de temps à ça. Et donc ça, c'est une track qui est vachement, pour le moment, concentrée sur l'UX. D'accord. Ok. Et enfin, t'en as beaucoup parlé, la troisième, c'est Integrate. Donc qui est liée aux intégrations, qui est une stratégie pour nous de croissance hyper forte depuis le tout début. Donc on continue d'investir là-dessus à fond. Ok, super. Sur la partie Integrate, et c'est un peu le lien entre Integrate et Satisfy. Tu dis vous avez développé les fonctionnalités au fil de l'eau et au fur et à mesure des demandes entrantes. Comment aujourd'hui tu arrives... alors, on va se concentrer d'abord sur la partie purement intégration. Comment est-ce que tu arrives à prioriser les intégrations, les partenaires? Comment tu définis ta roadmap, ta méthodo? Retour d'expérience, chez AB Testy, on faisait aussi des intégrations. Et la question se posait systématiquement entre les partenaires managers, entre les sales, entre les consultants. En gros, tout le monde veut intégrer tel ou tel partenaire parce que c'est critique pour sa partie du business. Comment toi, Maya, dans la gestion du produit, tu définis ta roadmap et tes priorités justement de ce point de vue-là? Évidemment, il n'y a pas de bonne réponse à cette question, comme tu le sais. C'est la tienne, la tienne qui m'intéresse. Alors du coup, je dirais que jusqu'ici, ça a été vraiment pour nous, comme je te le disais, un relais de croissance et d'acquisition, très clair. Donc on priorisait vraiment de ce point de vue-là, et c'était un relais d'acquisition assez tôt dans le funnel, donc vraiment de lead generation, qui nous permettait d'avoir des partenariats assez forts avec des acteurs comme Salesforce, comme Intercom, et qui était un levier énorme pour nous pour avoir du pipe. Donc là-dessus, l'axe de priorisation, il était assez clair. Et il y avait un deuxième prisme qui était, est-ce que c'est des intégrations plutôt pour des équipes de support ou plutôt pour des équipes de sales, la comme cible. je viens de le dire. Exactement, la cible. Donc tu vois, Salesforce, c'est plutôt un CRM, donc c'est plutôt sales, même si en réalité, dans énormément de boîtes, toutes les équipes utilisent Salesforce. C'est ça. Zendesk, c'est clairement un truc de support, par exemple. Donc ça, c'est un peu comme on a fait jusqu'ici. Maintenant, on change un peu notre stratégie, ou on va dire qu'on ajoute une nouvelle composante dans notre stratégie, c'est-à-dire qu'on considère les intégrations pas seulement comme un relais d'acquisition, mais aussi comme quelque chose qui va pouvoir
permettre à nos utilisateurs de mieux gérer leurs appels en enrichissant un peu les informations qu'ils ont sur qui les appelle. Donc concrètement, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on faisait, c'est donc tu passes un appel sur Aircall, derrière il est logué, tout ce qui se passe sur Aircall est répliqué dans tes intégrations. D'accord. Donc c'est un gain de temps de ouf, ça veut dire que les équipes elles ont pas besoin de se former à un nouvel outil parce qu'Aircall vit dans Salesforce, dans Zendesk. Ouais. Voilà, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt de se dire comment est-ce qu'on peut, au moment où je reçois un appel, aller récupérer le bon insight et donc là, ça ouvre vachement plus le spectre, tu vois. Tu te dis, ça peut venir de Shopify. Tu parles avec quelqu'un qui fait, on a des clients qui font du e-commerce. On veut pouvoir leur dire que au moment où ils reçoivent l'appel, on sait que la personne qui les appelle, elle a ça dans son panier. Ouais. Ou alors, elle a tenté de faire 2 paiements qui n'ont pas fonctionné. D'accord. Ou alors, le dernier mail qu'il a reçu de cette personne, c'est ça. Tu as déjà toutes les informations associées avec la personne. Dès que le call arrive, en fait, tu sais exactement où tu peux scanner rapidement toutes les informations. Et donc là, du coup, il y a évidemment une notion de à quel point cette information est importante pour permettre à la personne de mieux répondre à son interlocuteur, qui rentre en jeu aussi. Et comment tu arrives à... Parce que là, on parle d'une intégration extrêmement poussée de ces acteurs tiers comme ça. Moi, je pensais, le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est Salesforce. Salesforce est l'acteur majeur qui, je pense, a défini un peu le modèle des intégrations. Mais ça doit demander ça doit demander des ressources de votre côté avec des personnes potentiellement dédiées à ça, uniquement sur la gestion du partenariat, côté pur partenariat. Mais après, côté produit aussi, comment tu vas à ce point dans la compréhension de comment fonctionne Salesforce ou quelles sont les possibilités techniques d'intégration ou quoi. Comment ça fonctionne concrètement ça? Si on prend un Salesforce ou on peut prendre Intercom par exemple. Intercom Cadécole, vous aviez développé Aircall Now. Comment ça marche, ouais. Alors sur Intercom, je peux te raconter un peu comment ça s'est fait. C'est vraiment un travail main dans la main avec justement l'équipe partenariat qui, elle, gère, on va dire plutôt la partie business. Voilà, la partie business de ces partenariats. Ouais. Et donc en gros, pour Intercom, ont commencé à nous parler du lancement de leur marketplace. Ouais. Et comme on avait déjà une intégration avec eux, nous ont invités en fait à se renseigner sur les possibilités de la marketplace. Et donc ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on y est carrément allé. On est allé à Dublin, voilà, avec un dev, quelqu'un de l'équipe produit, quelqu'un de l'équipe partenariat, pour justement essayer tout ça en live avec un dev Intercom. D'accord. Donc ça a carrément débloqué le truc. Ouais. Évidemment. Mais bon, c'est pas possible à chaque fois. Intercom, il se trouve qu'on s'entend bien avec eux, qui sont en Europe, donc ça facilite aussi, voilà. Donc ce qui aide vachement, évidemment, c'est d'avoir des contacts privilégiés avec les personnes chez Salesforce, chez Intercom, chez Zendesk. Vous avez combien d'intégrations en tout? Aujourd'hui, on a un peu moins d'une quinzaine. D'accord. Donc ça fait quand même beaucoup. Enfin, c'est à la fois peu et beaucoup. Ouais. Surtout qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est des intégrations qui sont assez complexes, quoi. C'est pas juste tu logs un appel, quoi. Ouais. C'est tu logs un appel avec tout un tas de choses autour. Donc du coup, vachement de contact avec eux, aller les voir autant que possible. Et nous, énormément de tests, de visites clients pour comprendre comment ils les utilisent et comment nous-mêmes on peut les utiliser, quoi. Donc là encore, c'est pas une réponse rocket science que je te donne. Bien sûr, mais voilà. Okay. Ouais. Et sur le côté de jusqu'à quel point vous pouvez réfléchir ensemble à des développements de fonctionnalités d'intégration, ça se passe comment? C'est vous qui amenez des idées, par exemple, à Intercom en disant ça pourrait être intéressant. Est-ce que ça c'est possible de faire ou est-ce que tout simplement vous bouffez toute la documentation qui existe Intercom côté dev et puis en fonction de ça, c'est vous qui priorisez votre roadmap? Je dirais que c'est un peu des deux. Donc évidemment, nous on se base vachement sur la doc et il y a de temps en temps des petits trucs qui nous manquent. Ouais. Et voilà, Intercom, ils ont une roadmap à prioriser comme nous et donc effectivement, au bout d'un moment, on pousse et ça finit par passer. Et donc nous, ça nous débloque pas mal de trucs derrière. C'est arrivé plusieurs fois effectivement que juste en envoyant un petit mail ou quelque chose, ça débloque un champ API dont on avait besoin pour faire un truc. Ouais. Ok. Bon, on rentre direct dans les intégrations, mais c'est vrai que c'est un sujet, un des sujets liés aux intégrations. Après, on pourra passer à d'autres choses. C'est, comme tu disais, 15 intégrations, ça peut paraître pas beaucoup, même si c'est des intégrations complexes. Un des enjeux, c'est de s'assurer que l'intégration fonctionne dans le temps, tienne compte des évolutions justement qui sont faites côté Intercom, Salesforce, Zendesk, etc. Est-ce que vous avez mis en place un process, pour tous ceux qui font des intégrations qui nous écoutent, un process qui permet
de savoir quand il y a des fonctionnalités qui vont sortir côté partenaire ou pas? Ou est-ce que vous vous retrouvez potentiellement avec la fonctionnalité pète du jour au lendemain parce qu'ils ont poussé quelque chose en prod et vous étiez pas au courant? Ce qui arrive assez souvent. Ouais. Écoute, alors pour le côté la fonctionnalité pète, justement, ce que tu es en train de faire en ce moment, c'est de mettre en place énormément d'outils pour détecter les erreurs au moment pile où elles arrivent et donc pouvoir les fixer le plus tôt possible. Néanmoins, quand même, ce qu'on remarque, c'est que les partenaires, ils ont énormément intérêt à ce que nous, on utilise les nouveaux trucs qu'ils lancent, et s'ils les lancent, c'est pour les acteurs comme nous qui intégrons sur eux. Donc eux, ils font énormément de com là-dessus. Donc pour l'instant, c'est plutôt les partenaires qui pushent pour qu'on utilise telle ou telle fonctionnalité, et nous qui devons le prioriser, que nous qui sommes à la ramasse parce qu'on n'était pas au courant, quoi. D'accord. Ok. Intéressant. Mais on est d'ailleurs de l'autre côté du guet aussi, parce qu'on a des intégrations qu'on a construites nous-mêmes et des intégrations que des partenaires ont construites à partir de notre API. Et tu vois, c'est pareil, dès que nous on développe quelque chose de nouveau dans l'API, on communique vachement pour que nos partenaires puissent l'utiliser. Tu parles de la communication, ça m'intéresse. Je crois, j'ai le souvenir dans un Slack commun, la question qui s'était posée, qui est une grosse problématique de product marketing. Product marketing, comment vous gérez ça? Comment vous arrivez à gérer la partie communication justement auprès des stakeholders externes? Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, je réfléchis juste à ce que je peux partager et pas partager. D'accord. Écoute, alors du coup, là-dessus, on a testé pas mal de trucs. Le premier truc qu'on a testé, c'est d'avoir quelqu'un dans l'équipe produit, en fait. Ouais, un PMM. Un PMM dans l'équipe produit, voilà. Et donc, ça marchait pas mal, mais en fait, dans le fond, moi, je suis pas marketing, et donc, je pense que c'était pas le truc idéal. Et en fait, cette personne avait en plus envie de passer PM. Ouais, directement. Donc, elle est passée PM, et voilà. Donc, on a vécu pendant un long moment sans ça, et du coup, la composante product marketing, elle était de manière diffuse dans l'équipe produit, on va dire. Voilà. Et là, actuellement, on cherche un PMM dans l'équipe vraiment marketing. Exactement. Et qui se fasse le relais du produit. Et qui se fasse le relais du produit. Alors, tout en sachant que c'est vraiment quelqu'un qui va être, on va dire, moitié dans l'équipe produit, moitié dans l'équipe marketing en réalité, quoi. Donc, qui va être inclus dans nos rituels, inclus dans certains stand-up, qui va être basé à New York, mais énormément voyager à Paris aussi. Ah, qui sera basé à New York? Ouais, parce que l'équipe marketing est à New York. Ah oui, ouais. Et on va avoir une équipe produit à New York aussi, on pourra en reparler, mais... Ah ouais? Ouais. D'accord. Gros challenge alors du coup, gestion... Gros challenge aussi, ouais. Clairement. Bon, parlons-en. Déjà, pour terminer sur la partie marketing, c'est intéressant parce que la définition d'un product marketing manager est pas forcément la même. Je pense en France et outre-Atlantique. Un PMM aux États-Unis est beaucoup plus en amont sur la réflexion stratégique de quelle audience on veut adresser et en fonction de cette audience-là, quelles sont les fonctionnalités. C'est un peu le job de très en amont d'un PM, avec après effectivement l'identification des messages qui sont clés. Et là où j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, en France on le voit plus comme le taf est fait, vends-le au marketing, au sales, fais les beaux decks et la bonne communication qui va, quoi. On le voit beaucoup plus en aval, là où aux US c'est beaucoup plus en amont. Comment tu te positionnes toi par rapport à ça? Qu'est-ce qui est... Pour l'instant, l'urgence pour nous, c'est en aval. D'accord. Et effectivement, en amont, ce serait génial, mais voilà, la grosse priorité pour nous, c'est vraiment de pouvoir communiquer un maximum pour augmenter l'adoption de ce qu'on ship, quoi. Donc pour l'instant, c'est le PM qui fait un peu chef d'orchestre et les collaterals qu'on doit faire après le lancement, c'est un peu réparti dans toutes les équipes, tu vois. Donc la FAQ, ça va être rédigé par le support, les blog posts, ça va être rédigé par l'équipe content. D'accord. Les emails aux clients actuels, ça va être co-rédigé entre le PM et l'équipe success. Et donc c'est le PM qui va d'abord faire un gros doc un peu récap de pourquoi on a fait ça, c'est quoi le use case, c'est quoi les grands messages. Et c'est ça qui va servir de base pour derrière un peu l'adapter partout. Ah d'accord. Et donc ça, c'est en attendant d'avoir un PMM. Ok. Donc c'est le PM qui concentre toute l'information nécessaire aux autres équipes, parce que ça c'était une des problématiques, enfin en tout cas que moi j'avais, qui est de savoir comment tu orchestres la communication interne. Déjà la compréhension interne sur la fonctionnalité qui sort, et deuxièmement effectivement la communication qui est donc que tu fais en interne et que l'interne s'approprie pour l'externe aussi. Vous avez balisé ce parcours-là un peu? Comment ça fonctionne chez vous? On l'a balisé, et ce qu'on essaye de faire, c'est de communiquer le plus tôt possible, et ce bien avant même la sortie de la fonctionnalité.
Et donc là-dessus, on fait déjà on a une roadmap publique sur Trello qui est visible en interne mais qui est aussi visible par nos clients. Ah ouais. Vous Donc, avez adopté le modèle de front le modèle de front et le modèle Defenders. Defenders, ouais. Voilà, donc ça aide. Et ensuite, on essaye de faire des trucs, par exemple, on imprime les designs et on les met dans la cuisine avec des petits stylos et des post-it pour que les gens puissent mettre leurs commentaires, tu vois. Ouais. Ou alors, dans le weekly email envoyé par Olivier, on met tous les prototypes avant même qu'on commence à les coder. D'accord. Donc c'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de surprise et surtout récupérer le maximum de feedback en amont des équipes business. D'accord. Un autre truc qu'on fait pour ça, c'est qu'on a un rôle qu'on appelle Business Squad. Donc c'est en gros la personne business qui est dans la squad, Ouais. pas à temps plein, tu vois, mais de temps en temps, pour à la fois relayer les infos et apporter les infos dans la squad venant des équipes business. Ça, c'est hyper important. Hyper important. Est-ce que avant de développer une fonctionnalité ou une intégration, vous arrivez à estimer l'impact business? Et qui s'occupe d'estimer ça, si vous le faites? Alors, on l'estime plutôt grosse maille au moment de la priorisation. Ouais. Et c'est l'équipe produit qui s'en occupe. C'est l'équipe produit. Okay. En discutant avec tout le monde, évidemment, quoi. Ouais. Et avec les datas qui sont disponibles dans notre Salesforce à nous, pour le coup, sur l'impact que ça aurait sur l'acquisition, par exemple. D'accord. Ok. Là, l'indicateur clé pour vous, c'est acquisition. Par exemple, pour la track Expand, dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Pour la track Satisfy, ça va dépendre des sujets. Ça peut être les tickets au support, par exemple. Le nombre de tickets, le temps de réponse. Ouais, bah surtout le nombre de tickets pour commencer, parce qu'on a identifié des sujets assez clairs sur lesquels il faut qu'on bosse pour justement réduire ça. Ouais. Ça peut être le NPS aussi, le Net Promoter Score. Ok. Et pour les intégrations, on parle vachement de pipe. D'accord. Pipe généré. Ouais. Ça, c'est les KPI que toi, tu as définis. Donc, sur la base des 3 objectifs définis par Olivier, Expand, Satisfy, Integrate, tu as défini ces KPI-là pour l'équipe produit. Ok. Et après, vous êtes dans un système d'OKR, j'imagine? Ou pas trop? Alors, on a tenté le système d'OKR. Ouais. Et ça a pas trop marché. Ok. Pourquoi? Ça a pas trop marché parce que c'est une bonne question. C'est au niveau de l'équipe ou au niveau de la boîte? Vraiment que ça... Alors, au niveau de l'équipe et au niveau de l'équipe tech et produit. Okay. Et donc, je pense que c'est justement pour ça que ça n'a pas marché, c'est parce que ces OKR n'étaient pas partagés au niveau de la boîte. Ah, ouais. Donc effectivement, enfin, les grands objectifs l'étaient de manière plus ou moins officielle. Ouais. Mais les OKR non. Et du coup, donc ça c'est un premier élément. Et un deuxième élément, c'est qu'on se retrouvait un peu à faire les OKR de manière un peu artificielle a posteriori. Ouais. Et donc, si tu veux, ça avait aucun intérêt, Non. ça prenait du temps à tout le monde. Ceci dit, je reste convaincue que c'est un super outil et c'est juste que on s'y est mal pris, que c'était peut-être pas le moment. Ça fait longtemps que vous l'avez implémenté ou pas? On a tenté il y a 1 an et demi à peu près. D'accord. Et ça a tenu 3 quarters, quoi. Ok. Et depuis, vous êtes passé à quoi? C'est quoi? C'est toi qui définis pour ton équipe directement? Pour la roadmap, tu veux dire? Pour les objectifs de l'équipe, ouais. Pas forcément la roadmap. La roadmap, c'est vraiment la partie prod. Mais sur la définition de, je sais pas moi, ce trimestre-là, ce qu'on veut, c'est augmenter de X% le nombre d'intégrations, c'est d'avoir un niveau de NPS qui soit à temps. Ouais, ça c'est vraiment du coup au niveau de l'équipe produit et donc derrière tech. Ouais. Et c'est vachement lié à ces 3 objectifs, quoi. D'accord. Comment tu travailles avec l'équipe tech, justement? Quelle est l'organisation spatiale et opérationnelle? Alors c'est marrant que tu me demandes ça parce que justement on a vachement évolué notre manière de bosser entre l'équipe produit et l'équipe tech ces derniers mois. Ouais. En gros, on s'est rendu compte que les PM, ils avaient un peu trop un rôle dans l'opérationnel de project management. D'accord. Alors toute proportion gardée, ça restait très raisonnable, mais au final, on a envie de vachement donner plus de responsabilité et plus d'ownership au lead dev de la squad. Ouais. Et donc, on a refait tout un travail de rôle et responsabilité. Qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Ouais. Voilà, exactement. Ouais. Tu as de tout le début à la toute fin, sur tout type de rôle, tout type de personne. Ouais. Et ça peut être des trucs très cons. Par exemple, on se rend compte que jusqu'ici, c'était vraiment les PM qui communiquaient dans notre Slack. Tel truc est sorti, trop cool. Et donc là, on s'est dit non, en fait, c'est pas le rôle du PM, c'est le rôle du lead dev. Parce que d'une part, ça responsabilise, et puis d'autre part, ça te permet aussi d'avoir un peu la gloire et la victoire du truc, quoi. Ok.
Donc ouais, on a redéfini tout un tas de petits trucs comme ça. C'est intéressant le sous-entendu derrière et effectivement le produit s'approprie la release d'une fonctionnalité là où la tech est plus dans l'exécution du truc et donc il y a moins de mais bon, ça c'est le côté humain mais c'est important, c'est hyper important. Ouais, c'est hyper important que les gens se sentent valorisés et que leur travail ouais. Carrément, et nous le symptôme, enfin le problème qu'on essayait de régler en faisant tout ça, c'était un problème de delivery où globalement on n'arrivait pas trop à shipper les trucs à temps. Ouais. Et effectivement, c'était pas clair de qui était responsable de ça, quoi. D'accord. Donc c'est un peu ce contexte-là qu'on a redéfini les rôles. Ok, ouais. C'est vous qui vous imposez des timings sur les intégrations ou est-ce qu'elles vous sont potentiellement imposées par des partenaires ou par des clients qui souhaitent travailler avec vous? Comment ça fonctionne ça? Alors, on essaye vraiment de jamais se faire imposer de timing par des clients. Par qui que ce soit. Donc, par qui que ce soit, ouais. Donc c'est la théorie, bien sûr. Et d'être très relatif sur les promesses. Mais en tout cas, les commitments, ils viennent vraiment de l'équipe tech et produit. Ouais. Et l'ajustement de plus en plus de l'équipe tech et de moins en moins de l'équipe produit. D'accord. Moi, j'étais beaucoup dans un rôle au début de challenge, des estimations données, un peu de pression sur le timing, et justement, j'essaie de me retirer de ça dans ce contexte que je viens de t'expliquer, pour que ce soit vraiment le rôle de la tech. De la tech qui fait ça, ouais. Tu prends plus de hauteur sur ton poste. C'est intéressant. T'as commencé en tant que product manager, évolué head of product, VP product. C'est quoi les challenges que t'as vus au fur et à mesure de ton évolution dans la société? Alors, il y en a eu beaucoup. Ouais. Il y en a eu beaucoup. Alors, je pense que au début, quand je suis arrivée, il n'y avait pas du tout de produit. Alors, je t'interromps là-dessus. C'est intéressant parce que on est dans un Aircall, c'est un pur produit. Alors, je suis toujours fasciné il y a pas de produit dans une boîte produit, quoi. C'est comment concrètement qui c'est qui gérait ça avant que tu arrives? Concrètement, c'est Olivier, d'accord, le CEO. Ok. Et c'était un travail joint entre les 4 cofondateurs et ils ont fait du produit tous les 4 en fait pendant la première année d'existence de la boîte, quoi. D'accord. Ok. Et ouais, c'est aussi, cet état d'esprit un peu pirate qu'ils avaient tous les 4, qui fait que aujourd'hui on a eu la croissance qu'on a eue, mais donc du coup approcher les choses avec un prisme un peu différent, quoi. D'où l'UX et l'importance de l'UX et de vraiment se concentrer sur le parcours utilisateur. Vous faites des tests utilisateurs, vous avez prévu de faire du user research un peu ou pas? On en fait énormément. Okay. Une des grandes chances qu'on a chez Aircall, c'est que on a vachement d'utilisateurs en interne. Donc notre équipe support, notre équipe sales, et voilà, on s'est constitué une base de clients qui sont à Paris autour de nous, qu'on va voir vraiment très régulièrement. Tous les PM, tous les designers ont dans leurs objectifs d'aller voir des clients le plus souvent possible. D'accord. Dès qu'il y a une visite client, des succès, on y va aussi. Donc voilà. Ah oui, les succès, et les stories aussi, c'est intéressant. Je regardais les vidéos des stories racontées par les différentes boîtes partenaires. Ouais, non, je veux dire les success managers, donc les account managers. D'accord, les account managers. Ok. Donc, on revient sur tes challenges. Quand t'es arrivé PM, il y avait pas de produit, donc ton travail c'était vraiment de monter ça. Ouais, de monter ça, justement de mettre en place des process comme ça, donc recherche utilisateur, itération, MVP, et puis après de faire des plans de test par exemple, c'était nouveau aussi. Voilà. Au fur et à mesure qu'on avançait, le challenge devenait aussi de prioriser entre toutes les choses qu'on avait envie de faire. Un des trucs marrants, c'est que je suis arrivée, j'ai vu la roadmap 2016. Et la roadmap 2016, en fait, c'était une liste de 20 fonctionnalités, ou même plus que ça, 40 fonctionnalités, tu vois, alors qu'on avait une équipe de dev. Et donc, c'était un peu trop ambitieux. Et à la fin de l'année, j'ai fait un peu le bilan de ce qu'on avait fait, pas fait, et effectivement, on avait fait, je pense, 5%, quoi, tu vois, de ce qui était dans la liste. Donc du coup, ça a été de pouvoir structurer la manière dont on priorisait, et notamment commencer à essayer de prioriser des choses qui vont ensemble, donc pas tout prioriser dans le même panier, parce que c'est impossible de prioriser des choux et des carottes, et donc de mettre cette notion un peu de track le plus tôt possible pour pouvoir se dire on priorise au sein de cet objectif-là d'acquisition, au sein de cet objectif-là de satisfaction. D'accord. Là, c'est vraiment la décomposition de ta liste de fonctionnalités en fonction d'objectifs identifiés. Ça n'enlève pas la charge de travail à faire après, c'est juste que tu la décomposes en fonction des différentes parties. Mais et c'est juste que ça permet d'avoir des discussions qui ont du sens, quoi, avec les stakeholders, et c'est aussi un gros outil de communication de dire au VP Sales, oui, je sais que toi tu considères que ça c'est important, mais là on parle de la bandwidth allouée à autre chose.
Et donc ça rend juste les discussions plus faciles, quoi. Ok, ouais. Comment les cofondateurs ont intégré ça? Parce qu'effectivement, je pense que un des challenges quand tu démarres ton entreprise avec la croissance qu'a eu Aircall, c'est qu'effectivement, boulimie d'avancer, de répondre aux besoins, aux attentes, etc. Et puis tu recrutes quelqu'un qui vient structurer, qui vient poser, qui vient calmer le jeu en disant on va faire ça, mais de manière structurée. Comment eux l'ont intégré et quels sont les rapports que tu as avec les cofondateurs là-dessus? Écoute, ça a été, je pense, effectivement un apprentissage pour eux, mais aussi surtout pour moi. Ouais. À m'adapter à leur manière de fonctionner. Ils sont comment? Si tu peux... Ouais, on parlait de Pierre Baptiste tout à l'heure. Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup le MBTI. Je sais pas si tu connais cet outil. Oui. Donc, un outil un peu de personnalité. Et on s'est rendu compte avec Pierre Baptiste qu'en fait, on est opposés sur toutes les dimensions. D'accord. Du MBTI. Ok. Donc, a priori, complémentaire. Donc, a priori, complémentaire, mais difficile de bosser ensemble, en tout cas, au début. Enfin, Ouais. En gros, on se comprenait pas, quoi. Genre, vraiment, on se comprenait pas. Mais vous avez fait le test pour... comment t'en es arrivé à ça? Moi, j'avais fait le test à l'école. Ouais. Et lui, il avait fait, je sais pas par quelle occasion, quoi. Ok. Et donc, on s'est rendu compte à un moment... on était arrivé à un moment où, nos discussions, on se rendait compte qu'il y avait un truc qui collait pas, qu'on n'était pas le plus efficace possible. Ouais. On est allé boire un verre, voilà, on a picolé tous les deux, et donc là, en discutant, on s'est rendu compte de ça nous a fait marrer. Et moi, j'adapte vachement ma communication et lui aussi, tu vois. Et un des trucs, par exemple, c'est le planning. Oui. Moi, vu ma personnalité et mon job, j'ai besoin de planifier, de prévoir, de voir court, moyen et long terme. Ouais. Et par exemple, Pierre Baptiste, il préfère garder tous les champs ouverts. Donc, D'accord. donc c'est l'inverse. Donc du coup, on trouve des petites tactiques de communication pour réussir à mieux bosser ensemble. Et au final, ça marche. Et c'est toujours un peu trouver le bon équilibre. Donc par exemple, on va faire une roadmap, on va structurer les choses avec des tracks, avec des objectifs, etc. Mais on va faire une fois par quarter un truc qu'on appelle Quick Wins Day, Oui. qui est une journée où on fait un maximum de quick wins tous ensemble. Et donc, c'est un moment vachement cool pour la boîte et vachement cool pour eux aussi. Tous les trucs que les gens ont remontés depuis 10 ans, c'est l'occasion d'y répondre. Comment vous centralisez cette info? C'est quoi votre stack d'outils là-dessus? Ou de manière générale, toi, côté produit? Alors sur les quick wins en particulier, c'est sur Slack. Donc on a juste un channel quick wins et en fait tout le monde dans la boîte poste. Donc nous on a imposé un petit format qui est voilà mon idée, voilà pourquoi, Ouais, voilà le le problème, pourquoi, voilà. Ah, d'accord, on a tous les mêmes trucs. Exactement. Donc du coup, ça alimente ça. Et nous, on a fait un petit zap derrière où quand on met un petit emoji, ça l'envoie dans un Trello. Ouais. Et du coup, on peut prioriser à partir de là. Donc on utilise Slack en tant que boîte. On utilise pour la partie plutôt business, Salesforce et Zendesk. D'accord. Et pour la partie produit, on utilise vachement Typeform pour tout ce qui est user research. D'accord. Donc survey, tout ça. Ouais. On utilise Amplitude depuis peu et c'est canon, super, vraiment super pour tout ce qui est data. Donc c'est vraiment un outil de data fait pour les équipes produits. Ouais. Le setup, c'est qui l'a fait? C'est les techs, hein? Moitié chez eux, moitié chez nous. Et chez nous, c'était l'équipe data. Ouais. Ok. Ah, vous avez une équipe data dans le produit? Qui est pas dans le produit, qui est une équipe à part. Et dans l'équipe data, il y a des data analystes qui sont plutôt produits et des data analystes qui sont plutôt business. D'accord. Ok. C'est une équipe de combien de personnes? Ils sont 4. D'accord. Sur la partie récupération de feedback, j'y pense. Je t'enverrai le lien d'une startup qui s'appelle Kafi, que tu connais peut-être, qui permet de faire de l'intégration justement entre Slack et Trello pour récupérer du feedback et le prioriser dans ta roadmap. Ouais, on a essayé Kafi effectivement. Ouais. Faut que je recontacte Thomas. Oui, exactement, ouais. Okay. Ouais, en fait, ce qui était rigolo, c'est que donc j'ai fait une démo avec Thomas et nous on avait un peu bricolé nos propres trucs avant, qui du coup marchaient moins bien évidemment que Kafi, mais qui allaient vachement dans le même sens. Donc par exemple, on avait fait ce truc-là de quand tu mets un emoji, ça va dans un Trello. Ouais. Et on a fait un Slack bot qui s'appelle Steve, à qui tout le monde dans la boîte peut parler pour savoir à qui poser les bonnes questions. Donc, ça c'est super ça. Voilà. Ah putain, c'est mieux parce que moi les trucs que tu colles dans les étages, telle question, tu vas voir telle personne et s'il te plaît évite d'emmerder telle autre personne qui n'en peut plus des questions qui n'ont pas rapport. Exactement. Ah, c'est bien ça. Ouais, là tu vas voir Steve. Steve te demande pourquoi, sur quelle partie du produit t'as une question et en fonction il te redirige vers la bonne personne. C'est génial, ça. C'est un custom webbook.
C'est un custom, une app Slack. Ouais. Ah, ça m'intéresse ça. Ouais. Tu passes Head of Product. Yes. Tout ça, c'était toutes ces automatismes que tu as voulu introduire au sein d'Aircall, ils t'étaient inspirés de ton travail que tu avais fait chez Blablacar? C'est-à-dire, t'as pris les recettes de Blablacar ou comment toi t'es arrivé en disant bon, il va falloir qu'on mette en place un planning, il faut qu'on mette en place ci, ça et ça, etc. Ça m'intéresse de savoir quelles sont tes sources. Alors ouais, évidemment, il y a eu vachement de Blablacar qui était une super école du produit. Ouais. Et alors, ce qui était intéressant, c'était qu'en termes de culture, c'était très très différent d'Aircall. C'est-à-dire que justement chez Aircall, c'est très, comme je te disais, un peu cow-boy, Far West, pirate. Ouais. Et donc du coup, ça a été très intéressant pour moi d'apporter de Blablacar des éléments de structure, des éléments de process, de manière de bosser. Ah, c'est super ça. Donc il y a eu ça. Après, énormément d'articles, de blogs, de podcasts aussi, voilà. Ouais. Et puis discuter avec des gens. Discuter avec un maximum de personnes qui vivent la même chose et qui font la même chose, quoi. Ok. Et du coup, sur les challenges Head of, VP, on reviendra aussi sur New York, ça m'intéresse de voir un peu le prochain challenge pour toi là-dessus. Ouais, donc la différence Head of et VP, c'est c'est le titre, donc c'est un peu on va dire un détail, mais il y a quand même une grosse différence qui est que en tant que VP, je fais partie du comité exécutif d'Aircall. Ouais. Et donc du coup là, ce qui a vraiment changé, c'est le fait de passer de product à business product. Stratégie, ouais. Ouais, stratégie et stratégie vraiment aussi business, quoi. Donc comprendre quels sont nos différents marchés, quelles sont nos métriques globales business sur ces différents marchés, sur nos différents channels aussi, et donc comment tout ça nous permet de établir une stratégie produit. Ouais. Et donc tout ça avant, si tu veux, moi je tirais la stratégie produit de ce que me disait Olivier. Maintenant mon rôle c'est aussi d'être beaucoup dans la stratégie business. D'accord, intéressant. Digression sur le COMEX. Je trouve ça hyper intéressant. On a peu finalement de retour sur des personnes du produit dans les COMEX d'entreprise. Qu'est-ce que sans rentrer dans les détails des chiffres confidentiels évidemment, mais toi, qu'est-ce que t'amènes? L'ordre du jour, qu'est-ce que t'apportes? Qu'est-ce que tu vas regarder? Comment ça fonctionne côté produit pour toi? Alors par rapport à ça, il y a eu un truc dont je me suis rendu compte qui a été hyper important, c'est que il y a un peu une conception à mes yeux fausse qui est que le produit, il est un peu au centre et il a son propre opinion en tant qu'équipe produit. Ah, c'est intéressant. Parfois en face d'autres équipes. Ouais. Alors du coup, je pense vraiment que évidemment l'équipe produit doit avoir son opinion, mais quelque part nous on doit aussi être un peu la Suisse et comprendre les enjeux de chacun et pouvoir se mettre à la place des enjeux de chacun. Donc du coup, tu vois, c'est un peu comme tu dis, un PM il doit être l'avocat des sales quand il parle avec les techs et l'avocat des techs quand il parle avec les sales. Du coup là, c'est un peu la même chose et c'est un peu ce rôle-là que moi je dirais que j'ai. Ouais. C'est de naviguer entre les intérêts et les envies de tout le monde pour pouvoir proposer ce qui me semble faire, quoi. D'accord. Et mais du coup, ça pose la question de ta vision à toi du produit. Parce que là, quand j'entends ce que tu me dis, j'ai presque l'impression que tu dis le produit s'adapte aux besoins des uns et des autres. Non, je pense pas que le produit s'adapte aux besoins des uns et des autres. Par contre, le produit doit comprendre les besoins des uns et des autres. Les intégrer pour ça, et les intégrer pour faire sa recommandation produit. Et c'est ça pour moi le produit. Et moi, j'ai longtemps cru que il y avait des trucs qu'il fallait faire pour le produit, pour avoir un bon produit. Ouais. Et en fait, non, t'as pas de bon produit. Enfin, tu fais un produit pour que le business fonctionne, quoi. Oui. Et donc, voilà, tu fais de l'UX, tu fais pas de l'UX pour faire de l'UX. Tu fais de l'UX pour, dans notre cas, améliorer le churn et la rétention de nos utilisateurs. Et ça, c'est dans ce cadre-là hyper important de garder en tête que chaque truc est là pour que le business tourne, quoi. Ouais. Pas être de façon péremptoire en disant voilà ce que je vois et puis un peu comme un artiste, touchez pas mon œuvre, quoi. Ouais. Toi, ta vision d'Aircall pour les quelques années à venir, c'est quoi? Comment tu vois l'entreprise et le produit évoluer? Jusqu'ici, on s'est beaucoup concentré sur on a surfé un peu sur une vague de digitalisation de ton système support, digitalisation de ton système sales. Et donc là-dessus, on commence à être pas mal. On a un bon set de features. On a une UX qui est pas mal, même si on a énormément de taf encore à faire. Ouais. Donc on doit sécuriser, stabiliser ça.
La prochaine étape pour nous, c'est vraiment d'aller plus loin sur les intégrations. Donc, comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, on a une dizaine d'intégrations assez complexes, assez poussées. Ouais. Nous, notre but, c'est d'enrichir les appels avec énormément d'informations qui viennent de partout. Et donc, ça veut pas dire 10 intégrations, ça veut dire des centaines. Donc ça va être vraiment un des gros objectifs stratégiques. Et enfin, la troisième étape, ça sera vraiment l'intelligence. Aujourd'hui, nous, on est sur des millions de calls, comme tu l'as dit, qu'on met à disposition de nos clients, mais on les analyse pas vraiment. Et donc du coup, un des gros enjeux pour nous, ça va être de faire du speech to text là-dessus pour pouvoir en tirer tout un tas d'insights et permettre à nos clients de mieux comprendre ce qui se passe dans leur communication avec leurs utilisateurs. Ok, ah ouais. Parce que vous avez 3 pendants. Il y a la partie, ce que j'avais lu, dis-moi si je me trompe, phone, dashboard, intégration. Qui sont un peu les 3, en tout cas dans les descriptifs de job côté produit. Je vais les regarder un peu. Il y a ces trois gros leviers. Donc là, tu me parles de la partie vraiment dashboard et analyse de tout ce qui existe déjà et donc capitaliser davantage sur la data pour donner des insights plus intéressants pour vos clients. Ouais, parce qu'en fait, les appels, c'est le canal qui, jusqu'à aujourd'hui, est le canal non traçable, quoi. Tu fais un appel et après, c'est terminé. T'as plus jamais de traces de cet appel. Donc, justement, nous, ce qu'on a fait avec Aircall, c'est de rendre ça traçable parce qu'on a des analytics, qu'on log tes appels, qu'on les enregistre si tu le souhaites. Donc, tu peux les réécouter. Et donc là, on veut aller une étape plus loin dans cette idée-là. Ok, donc bien vu pour revenir sur le fil conducteur qui était les challenges que tu avais. PM, c'est t'étais dans un monde qui était pas orienté produit. Head of, c'est un peu l'organisation et VP, c'est davantage d'appréhension des enjeux business, de traduire ça côté produit. Prochaine étape, ça va être d'avoir une équipe délocalisée. Comment t'anticipes ça? Alors du coup, comment on gère ça pour l'instant? Donc là, on a déjà 2 personnes. Et déjà, pourquoi vous faites ça? Ok. Alors pourquoi on fait ça? Alors pourquoi on fait ça? Ça a commencé en fait par la partie tech. On avait vachement de mal à recruter à Paris parce que il y a un marché qui est pas non plus énorme et puis globalement tout le monde cherche des devs, quoi. Et donc du coup, on s'est dit, comme on avait notre bureau à New York qui était plutôt pour la partie business, et si on essayait de recruter à New York, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que ça nous permettrait? Coûte 2 fois plus cher, non, là-bas? Alors ça coûte beaucoup plus cher, c'est vrai, mais on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus facile, vraiment. Et donc c'est assez game changer pour nous. D'accord. Parce que c'est un truc qui nous tire vers le bas aujourd'hui, c'est que on n'arrive pas. Vous êtes limité par la ressource. C'est ça. Et donc du coup ça a été vraiment tiré par la tech à la base. Et donc maintenant côté produit, c'est important aussi d'avoir une équipe là-bas. Donc on vient de recruter nos 2 premières PM qui vont être à New York. D'accord. Des Américaines ou des Alors il y a une Australienne et une Française. Ok. Et donc déjà la première étape, c'est qu'elles viennent toutes les 2 à Paris pendant une période de 4 à 6 mois là. Donc, elles sont là. Ah, c'est énorme. 4 à 6 mois? C'est énorme, mais c'est les premières. Donc, on va pas du tout faire ça pour tout le monde. C'est juste que là, on veut pas catapulter une équipe produit à New York toute seule. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on va devoir vraiment adapter aussi la manière dont on découpe les objectifs stratégiques. Aujourd'hui, c'est plutôt par objectif business. Donc, dans un objectif, tu peux avoir des initiatives qui touchent à tous nos produits. Et donc là, les modèles que je regarde un peu, c'est généralement des modèles où tu as plutôt un produit dans un pays, quoi. Ou un pan du produit, une composante du produit dans un pays. J'en ai vachement parlé, par exemple, avec Intercom. Et donc eux, effectivement, ils ont, Messenger à un endroit, ils ont toute la partie website à un autre endroit, toute la partie analytics, par exemple, à Londres. Et donc ça permet d'avoir vraiment une gestion par business line plutôt que par objectif stratégique. Ah, c'est intéressant, Et d'ailleurs, on n'a pas du tout parlé des demandes spécifiques des pays par rapport aux produits. Il y en a pas. C'est-à-dire vous normalisez et puis que tu sois aux US, en Australie ou en Chine, peut-être pas en Chine parce que c'est un sujet plus compliqué, mais tout le monde a accès aux mêmes produits. Non, il n'y a pas de spécificité. Tout le monde a accès aux mêmes produits. On voit des petites différences, mais on fait pas pour autant des différences dans notre produit. Mais par exemple, tu vois, aux États-Unis, il y a une culture sales qui est hyper forte. Vachement plus qu'en Europe. Et donc, du coup, il faut que notre produit puisse s'adapter à ça avec des fonctionnalités de productivité de sales, avec des trucs qui s'adaptent, par exemple, aux différents États.
américain, tu vois. Ouais. Donc t'as quand même des petites spécificités comme ça. Néanmoins, aujourd'hui, on a le même produit pour tout le monde. D'accord, ok. Vous avez plusieurs pays qui sont représentés au sein de vos salariés, donc tu dirais que Aircall, c'est une entreprise internationale ou ça reste quand même encore une entreprise française qui se développe à l'international? Est-ce qu'il y a une volonté d'aller vers quelque chose qui est ok, on devient une unicorne, on est basé aux États-Unis. Je crois que j'avais entendu dans une interview où c'était on incorpore directement aux États-Unis parce que l'idée c'est d'être au stock exchange, quoi. Effectivement. C'est l'idée. C'est l'objectif, ouais. C'est l'objectif. Et pour répondre à ta question, même aujourd'hui, on a une vraie culture internationale. Dans notre bureau à Paris, on a énormément de nationalités différentes. Donc la langue, c'est plutôt l'anglais que le français. D'accord. Les sales pour chacun des marchés sont des gens qui viennent de ces pays-là. Okay. Et donc ça change la manière dont on bosse. Et un des trucs qui frappe le plus les nouveaux arrivants, c'est effectivement, il y a une vraie culture internationale par rapport à d'autres boîtes franco-françaises. Et évidemment, le fait qu'on ait un bureau à New York qui commence maintenant à être un gros bureau et plus une petite antenne, ça change beaucoup les choses. D'accord. À partir sur l'onboarding de tes deux PM, est-ce que comment tu structures cet onboarding là? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que tu fais toi pour aider ces gens à venir dans l'équipe? Alors ça dépend du niveau de seniorité. Ouais. En l'occurrence, il y a une personne qui est très junior et une personne qui est plus senior. D'accord. En fait, ce qui est marrant, c'est que celle qui est australienne, elle vient de l'équipe Customer Success d'Aircall. Ah, ok. À New York. Donc c'est hyper intéressant pour nous d'avoir quelqu'un qui vient, qui était en frontline avec les clients 100% de son temps, quoi. Qui connaît toutes les questions qui reviennent récurrentes, les petites problématiques, les bugs identifiés, etc. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc ça c'est marrant. Pour répondre à ta question, pour la personne plus junior, il y a trois grandes étapes qui sont assez classiques et c'est un peu en ordre inverse chronologique. Ouais. Elle commence par vraiment bien comprendre tout l'aspect delivery. D'accord. Donc là, elle doit faire plein de stand-up, plein de rétrospectives, être dans pas mal de sujets qui sont en phase de dev, de rollout. Vous êtes en Scrum? On est en Scrum, ça dépend des squads. D'accord. Mais ouais, plus ou moins, on va dire. Scrum/Kanban. La deuxième phase, c'est la phase de spec. Et donc là, du coup, c'est une phase où elle a un problème qui a déjà été défini par un autre PM plus senior et elle doit driver le fait de trouver la solution. D'accord. Et la troisième étape, c'est l'étape du problème. Donc tu vois, c'est un peu remonté, voilà. Ah si, tu remontes la chaîne, tu pars de l'opération pure opérationnelle à plus exploratoire, quoi. Exactement. Ok. Intéressant. Donc voilà, et du coup pour la deuxième personne, l'objectif c'est d'essayer de la confronter à un maximum de sujets. Donc là, elle a bossé sur un sujet, elle va bosser sur 2 autres sujets dans les 3 mois à venir pour arriver à New York avec une connaissance assez solide sur plusieurs parties du produit, quoi. D'accord. Toi, t'as commencé, ce que je disais en introduction, t'as commencé à travailler chez I Feel Goods aux US. Est-ce que t'as l'ambition d'y retourner ou pas? Pas tout de suite. Ouais. Non, des trucs rigolos, c'est que au moment où j'ai décidé de rentrer en France, j'ai gagné la green card à la loterie. C'est vrai? Donc ouais. Ah, d'accord. Un timing un peu ironique. Ouais. Ça dure combien de temps? C'est à vie, ad vitam? T'as pas un truc où tu dis ok, je l'active? Y a pas mal de conditions, mais en gros c'est il faut quand même y être souvent. Ouais. Voilà. Okay. Ce qui est mon cas avec Aircall. Donc là-dessus on est ok. D'accord. Mais donc est-ce que j'ai l'envie d'y retourner? Pas tout de suite, pourquoi pas? Et donc du coup ça rend les choses plus faciles d'avoir la green card. D'accord. Et à mesure que l'équipe va grossir côté US, que notre chiffre d'affaires va un peu balancer du côté US. J'imagine que l'objectif c'est quand même, le plus gros marché à attaquer, c'est le marché des US. Voilà. Versus l'Europe, ouais. Donc la France qui était notre marché historique, baisse de plus en plus évidemment dans le pourcentage aujourd'hui de notre CA. Donc du coup ça va faire de plus en plus sens. Mais c'est dans la culture aussi, puisque ils étaient passés par 500 Founders, je regardais les pitch, TechCrunch, Disrupt, etc. Donc effectivement, il faut attaquer le plus gros marché, donc ça a du sens. Et New York et pas San Francisco, ou San Francisco c'est aussi dans les cartons à un moment donné? Ouais, j'aimais bien San Francisco quand même. Ouais. Déjà, I Feel Good, c'était où? À San Francisco. À San Francisco. Enfin, c'était à Palo Alto. Ouais. Et moi, j'habitais à San Francisco. Ah. Combien de temps de trajet? C'est Palo Alto, c'est dans le cœur de la Silicon Valley, donc tout le monde bosse un peu là-bas et c'est 1 heure de train, de commute. commute. Ouais, c'est ça.
Donc du coup, ouais, moi j'aimais bien San Francisco parce que il fait beau, il y a la nature partout autour. Ouais. Après, ce qui était un peu étouffant et qui s'est vraiment, je crois, empiré depuis que je suis partie, c'est le côté absence de mixité où Ah oui, c'est tout pure le tech. monde, voilà, bosse dans la tech et tous tes amis sont dans la tech et au bout d'un moment, c'est un peu étouffant. Et après, c'est vrai que pour nos boulots, c'est hyper excitant, quoi, parce que, un truc con, mais quand je suis arrivée à San Francisco, je voyais que les pubs dans la rue, c'était des pubs pour Stripe et Braintree, tu vois. ouais. Versus, à New York, t'aurais sur L'Oréal ou je sais pas quoi. C'est ça, Lancôme, quoi. Ouais, Lancôme. D'ailleurs, c'est bonne transition. T'as fait un stage chez L'Oréal. Je vais volontiers dans la caricature. Hein. HEC, femme, L'Oréal, tu vois. Genre marketing à fond. Ton passage chez L'Oréal, tu t'es rendu compte que c'était pas ça qui t'intéressait et que tu voulais vers quelque chose d'où te vient l'appétence pour le produit, la partie pure tech? Parce que de toutes les startups qui existent, t'es quand même allé dans celle, alors oui, c'est sur les intégrations et je vois le lien avec I Feel Good, mais Aircall, c'est de la solution IT, quoi. Qui est hyper sexy, rendue hyper simple, etc. Mais t'es dans l'intégration de l'API, des calls et tout. Alors du coup, L'Oréal, effectivement, pour moi, ça a été super parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Ouais. C'est quoi qui m'a pas plu? Ouais. Écoute, alors déjà, c'est un environnement qui est ultra féminin. Et de la même manière que je pense que c'est pas sain d'avoir des environnements ultra masculins dans la tech, on pourra en reparler. Ouais. Je trouvais ça pas non plus très sain et en tout cas, moi, je me fitais pas trop dans cet environnement-là, très girly. Mmh. Et l'autre truc, c'est que c'est une énorme boîte, évidemment, et du coup, toi, en tant que personne qui arrive, ton scope, il est extrêmement limité. Ouais, et ton impact aussi, ouais. Voilà, et ton impact aussi, bien sûr. Et je pense que c'est une super bonne école de la rigueur, de l'organisation, de la structure. Ouais. Mais je pense que ça, c'est plutôt mes points forts de base. D'accord. Voire même quelque chose que j'ai envie de calmer de temps en temps. C'est vrai. Donc du coup, c'était pas trop pour moi, quoi. Voilà. D'accord. Et l'appétence, par contre, côté produit, I Feel Good, ça t'a permis de voir et d'intégrer vraiment la dimension intégration. Et donc, c'est plus sur le côté business partenariat qui est au service en face du produit. C'est ça que t'as voulu creuser, t'as retrouvé aussi chez Blablacar? J'essaie de comprendre un peu le lien logique pour toi au cours de ces 3 expériences. Alors, I Feel Good, du coup, c'était une petite start-up quand j'y étais. Ouais. Et donc, j'avais fait un peu de tout. J'avais fait des sales, c'était horrible. Depuis ce temps-là, j'ai un respect immense pour les sales, tellement je trouve ça dur. C'est quoi qui t'a refroidi? C'est le côté... Non, c'est juste que c'est très dur de faire du cold calling toute la journée avec des gens qui ont pas grand-chose à foutre de toi, quoi. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, pour le coup, je pense, qui est pas mon point fort d'autant plus qu'aux États-Unis, il y a cette culture sales très fort et la culture de chit-chat aussi très très forte. Oui. Et moi, c'est l'inverse de qui je suis. J'aime aller direct, droit au but, straight to the point. Et donc, quand il fallait discuter de la météo du match des Yankees pendant 5 minutes, ça me foutait super mal à l'aise, quoi. D'accord. Okay. Donc voilà, un peu de sales, un peu de strat, et des partnerships et un peu de produits. Et donc justement un peu de produits dans cette lignée d'intégration. Ouais. Et donc notamment, je réfléchissais au spec sur notre intégration avec Zendesk que j'ai retrouvé ensuite chez Aircall. Ouais. Et là, ce moment-là, ça m'a vraiment beaucoup plu de réfléchir à ça, de réfléchir au problème, de réfléchir à la solution. Et c'est un peu la première fois que j'ai mis le pied dedans. Et c'est pour ça que quand je me suis dit j'ai envie de rentrer en France, je me suis dit j'ai envie d'être PM, quoi. D'accord. J'ai envie d'être PM et du coup Blablacar c'était un peu une évidence parce que c'était ils venaient de lever énormément d'argent, ils étaient en hyper croissance, il y avait une équipe qui était déjà assez structurée et moi j'avais envie d'apprendre de ça. Et voilà. Et ensuite Aircall, pourquoi Aircall? Ça a été vraiment surtout un fit avec les fondateurs et avec Olivier. Ça a été l'hypercroissance et le fait qu'il y avait tout à faire. Ouais. Et qu'il y a encore une fois qu'il n'y avait pas du tout d'équipe produit et qu'il fallait à court / moyen terme recruter une équipe, former une équipe, structurer une équipe. C'est ça vraiment qui m'a intéressé. Toi au quotidien, c'est quoi les plus gros challenges que tu as et qu'est-ce qui te motive le plus et quels sont les plus gros challenges que tu as? La première chose, je dirais que c'est donc hyper croissance, c'est-à-dire que tout change tout le temps. Ouais.
Là, par exemple, sur la dernière année, ou un peu plus que la dernière année, on a recruté une centaine de personnes, tu vois. Ouais. Donc, ça change vraiment énormément la manière dont on bosse. Et donc, globalement, on doit changer de process à peu près tous les 3 mois, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est à la fois marrant, moi j'aime bien organiser et tout, mais c'est vrai que c'est fatigant et ça demande beaucoup d'énergie. Ça, c'est un gros challenge. Et après, je pense que l'autre challenge, c'est un challenge que j'ai déjà évoqué, mais qui est un challenge, on va dire pour toujours, qui est comment faire pour avoir une équipe business et une équipe tech/produit qui soit vraiment main dans la main et qu'on se comprenne. Ouais. Et donc c'est un peu les initiatives dont je te parlais, tu vois, avoir quelqu'un d'équipe business dans la squad, partager un maximum sur les features le plus tôt possible. C'est quoi un exemple de feedback sales que t'as pas forcément très sympa, sans dire qui c'est, on s'en fout, c'est pas ça. C'est juste un exemple typique de retour sales que t'as où qui insiste sur le fait qu'effectivement faut les intégrer davantage parce que peut-être qu'ils comprennent pas notre perception, ils comprennent pas comment on bosse aussi, quoi. Je pense que la base, c'est que nous, dans l'équipe produit et dans l'équipe tech, on est dans un monde à somme zéro. Zero sum world, c'est-à-dire tu t'ajoutes un truc, t'enlèves autre chose, toujours. Alors que dans une équipe sales, t'es pas du tout dans un monde comme ça. T'es dans un monde additif. Ouais. Tu rajoutes un SDR, tu rajoutes un sales, tu fais plus de revenus. Ouais. Point barre. Alors que c'est faux que tu rajoutes un PM, tu fais plus de features. Et donc c'est ce truc-là qui fait qu'on se comprend pas, et c'est là où il y a besoin de vachement d'expliquer la culture produit. Tu vois, quand je dis culture produit, c'est pas la culture du product management, c'est la culture de l'itération, de faire les choses petit à petit, et forcément tu dois prioriser, et c'est pas de la priorisation tant que ça fait pas mal, donc c'est normal que ça fasse mal. Ouais. Et donc si tu ajoutes un truc, tu dois nécessairement enlever quelque chose, et donc qu'est-ce que c'est? Donc du coup, pour répondre à ta question, je pense que le feedback c'est on n'a qu'à recruter plus, ou alors ils ont qu'à rester un peu plus tard le soir. Ah ouais. Tu vois. D'accord. Par exemple. Ok. On peut parler de la place des femmes dans le monde du produit et de la tech. C'est important. Je le dis et je veux vraiment insister là-dessus. Moi, ça fait à peu près... Je vais arriver à 15 interviews. Et c'est que au bout de la 10e, 11e que j'ai des femmes qui interviennent, sachant que... alors, je cherche à clarifier. Dès la deuxième interview que je voulais réaliser, c'était une amie qui malheureusement n'a pas pu le faire. Donc je me suis retrouvé avec un point de départ en étant... il y a plein de femmes, plein de sujets hyper intéressants. Ah, Gab, tu fais que des interviews de mecs dans le monde du produit, quoi. Quelle est ta perspective là-dessus? Sur la place des femmes dans la tech, dans le produit? Est-ce qu'il y a une revendication à avoir ou pas? Une perception qui te paraît différente ou pas? Ouais, je pense que effectivement la place des femmes dans la tech et dans le produit, maintenant qu'elles sont là, c'est de faire changer les choses. Ouais. Et je pense que c'est vraiment possible, et il y a plein de petites choses qui font pas mal à faire et qui peuvent beaucoup aider. Par exemple, ouais. Par exemple, il y a à peu près 6 mois, il y a 2 filles de mon équipe, donc Léa et Camélia, qui sont venues me voir pour me dire que elles pensaient qu'on pouvait faire plein de choses pour s'améliorer de ce point de vue-là, tu vois, pour aller dans le sens de plus de diversité. Ouais. Et donc, ce que je leur ai proposé, c'est qu'on commence un peu une équipe diversité, qu'on a appelée Diversity Squad. Ouais. Et qu'on se rencontre toutes les 2 semaines pour un déj, pour discuter un peu de ça et voir comment on pourrait tacler le truc. Donc ce qu'on a fait, et puis au fur et à mesure l'équipe a vraiment grossi. Voilà, aujourd'hui je pense qu'on est une dizaine ou une quinzaine. Juste après te voir, justement on a un déj là aujourd'hui pour parler de ça, et on a fini par présenter justement au Comex un peu un état des lieux avec des recommandations et ce qu'on pourrait faire pour changer les choses. Et donc ce qu'on a défini comme diversité, enfin comme une boîte diverse, c'est une boîte qui réussit à attirer et à garder des profils qui sont différents, donc de sexe, de religion, d'orientation sexuelle, etc. Et donc pour nous... De formation aussi ou pas? De formation aussi, ouais. De formation aussi, mais je pense que ça c'est moins un problème pour nous aujourd'hui. C'est vrai? Ça dépend pour quelles équipes, ouais. Mais en tout cas le plus gros problème aujourd'hui qui a été remonté, c'était clairement le sexe, ouais. Donc voilà. Et donc concrètement là-dessus, plein de trucs à faire, et tu vois, pour chaque grand sujet, on a identifié à la fois des quick wins et des trucs un peu plus long terme. Pour te donner un exemple, sur tout ce qui est recrutement, on s'est rendu compte que notre communication elle est hyper uniforme. Tu vois, sur notre site, sur Welcome to the Jungle, globalement il y a que des photos de mecs blancs.
qui ont l'air très heureux et qui sourient et tout, mais voilà. Ouais. On s'est rendu compte que la manière dont nos job desks sont formulés est assez masculine, avec le pronom il parfois. C'est vrai. Parfois, tu vois, mais c'est. Non, mais c'est intéressant d'aller chercher et trouver ce genre d'insight, Exactement. Et donc là-dessus, c'est des trucs où tu peux agir hyper rapidement. Ouais. Donc tu vois, typiquement sur ce sujet-là, un quick win, c'est revoir les pages recrutement, et un truc un peu plus long terme, ça peut être de faire des articles sur Women at Aircall, qui sont-elles, qu'est-ce qu'elles font, pour rayonner un peu plus et aider au recrutement chez nous de femmes. Est-ce qu'il y a des initiatives ou est-ce que tu participes à des initiatives plus globales, au-delà d'Aircall, pour davantage de diversité? Ouais, alors je suis dans un Slack effectivement Women in Product où il y a des meet-up, des drinks, des rencontres. Donc c'est plus de la collaboration. Ouais, sur Paris? De l'entraide à Paris, ouais. OK. Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer ou rejoindre cette communauté-là? Écoute, je sais pas trop. Vous pouvez m'écrire. Ouais. Maya@aircall.io. Je sais pas trop quel est le process pour rentrer, mais ça doit pas être très compliqué. D'accord. Donc ça, et après d'un point de vue un peu plus perso, moi je m'investis dans deux associations, une qui s'appelle Fratelli, qui est une association de coaching, alors pas que de nanas, mais en l'occurrence moi je coach des filles, et une autre qui s'appelle Revel, qui est un peu dans le même dans la même idée, sauf que Fratelli c'est des élèves en prépa et Revel ça peut être avant ou après. D'accord. Ouais, okay. De manière générale, c'est vrai que je connais pas trop d'organisation pour le produit particulièrement, à part ce Slack, à Paris ou même ailleurs. D'accord. D'un point de vue humain, est-ce que tu vois dans ton équipe, c'est quoi la répartition? Alors, figure-toi, c'est rigolo parce que chez Aircall, mon équipe, c'est 50-50. Vraiment. 50 de filles, 50 de mecs. On a fait un petit état des lieux il y a 1 an de, la répartition hommes-femmes dans les équipes. Et donc, on est 2 filles aujourd'hui à être en leadership meeting au Comex. D'accord. Et on est les 2 seules équipes où c'est mixte à 50-50. Voilà. Donc, du coup, je pense qu'il y a vraiment toute cette histoire de féminin et de masculin et de valoriser pas forcément les mêmes choses au même moment qui joue vachement là-dedans. D'accord. Et ça, c'est perçu comment par les fondateurs? Comment ils vous en discutez? C'est une prise de conscience aussi au fur et à mesure que l'entreprise grossit que il y a besoin de cette diversité, de cette représentativité-là? Ouais. Pour le coup, ils sont vraiment à l'écoute là-dessus, et donc ça s'est hyper bien passé après notre fameuse présentation diversité là. Ouais. Même avant ça, il y avait eu des messages d'Olivier qui disaient qu'il fallait qu'on fasse attention au pourcentage dans la boîte, qu'il y avait des équipes plus diverses que d'autres. Donc oui, c'est vrai que c'est 4 cofondateurs mecs. Ouais, c'est ça. Mais non, ils sont hyper ouverts à ça. Pierre Baptiste, par exemple, il fait partie de la fameuse Diversity Squad. D'accord. Et c'est un de ceux qui œuvre le plus pour ça, qui fait en sorte qu'on hoste des meet-up, par exemple Girls Ruby on Rails. D'accord. Chez nous, qui va à tous les tech lunch d'Algolia sur ce sujet-là. Donc voilà. Est-ce que tu as un tic ou une habitude un peu inhabituelle, absurde, que tu aimes ou qu'on t'a rapporté? Un tic que tu aurais, que les gens remarquent et... Alors, qu'on m'a rapporté? Ouais. Qu'on m'a rapporté. Alors, récemment, on m'a dit que quand j'étais en meeting et que j'étais pas d'accord ou que j'étais en train de réfléchir pour trouver des contre-arguments, ça se voyait énormément. Là, j'essaie de travailler sur ma gestuelle corporelle. Tu vas être la plus neutre possible pour trouver les arguments sans que les gens s'y attendent. Non, mais surtout pour pas déstabiliser, tu vois, c'est dommage. Donc voilà. Et sinon, pas forcément qu'on m'ait rapporté, mais un truc que je fais qui est un peu bizarre, je rebondis sur le mot bizarre, c'est que quand je suis un peu soit tendue, soit fatiguée, je fais des puzzles. C'est vrai? Je fais des puzzles, voilà. Oh, d'accord. C'est vraiment bien, je te conseille, parce que tu concentres tout ton esprit sur un truc très simple et du coup, ça vide la tête. J'imagine que c'est un peu une alternative à la méditation ou autre comme ça. Exactement, ou au dessin, tu sais, les livres de dessin où tu te concentres. Les livres de coloriage. Ouais, parfait. Merci beaucoup, Maya. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour la French Touch. Alors, avant de vous quitter, quelques petites choses. D'abord, encore merci à notre invité pour son temps et pour son retour d'expérience. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver toutes les références, les outils, les personnes qui sont citées dans l'épisode. Pour cela, il vous suffit d'aller directement sur le descriptif du podcast, sur l'appli de votre choix, vous cliquez dessus et vous serez redirigé directement sur le site lafrenchtouch.fm. Si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions, pour me proposer de nouveaux invités ou juste me faire un feedback, vous pouvez le faire directement sur Twitter. Le pseudo
pseudo, c'est @lafrenchtouchfm, tout attaché. N'oubliez pas de vous inscrire sur le nouveau podcast Le Pitch pour découvrir de nouvelles startups, ou si vous avez envie de pitcher un projet, que vous avez quelque chose à présenter et pour lequel vous avez besoin de tester le marché, récupérer du feedback, voire obtenir des premiers utilisateurs, rendez-vous sur le site www.lepitch.fm. Alors je veux prendre un peu de temps aussi pour vraiment vous remercier d'avoir écouté jusqu'ici d'abord. J'espère surtout que l'épisode vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas, vous pouvez me le dire en mettant un petit commentaire ou une note 5 étoiles sur iTunes de préférence. Ça me motive beaucoup et surtout ça aide à faire connaître le podcast. Voilà, merci pour tout et à très vite pour un nouvel épisode de La French Touch.